Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Michel, consultant en management, dirigeant de Solar Management et auteur du livre de gare comme il l'appelle, Tout ce que j'ai appris en management et appliqué avec mes enfants. Stéphane nous raconte son parcours, comment la confiance qu'on lui a accordée très jeune a lancé sa carrière, sa création d'entreprise avec un associé, puis son aventure en solo. On revient sur ce qui l'a poussé à écrire ce livre avec ce titre légèrement provocateur. C'est un épisode plein de sagesse. Je vous laisse avec Stéphane. Très bonne écoute à vous. Mais effectivement, le titre de ton livre m'a vraiment apostrophé. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis dit déjà que j'étais fan de la première heure. J'ai envie de le découvrir. Et quand je l'ai lu, ça a été une vraie très bonne confirmation et pas une vraie très bonne surprise. On est avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Frédéric. Stéphane Michel est consultant. Et avant de lui laisser la parole et lui laisser nous expliquer son parcours et puis la raison de sa présence sur le podcast, notamment son livre. J'aimerais faire une petite parenthèse pour expliquer comment j'ai rencontré Stéphane. Donc, j'étais à l'époque chez Ikea et on avait une formation. Et souvent, les formations chez Ikea, c'était dans les magasins. Et là, on était convoqués pour aller sur Paris, station Opéra. Donc, quand on arrive déjà, on se dit ouais, le lieu est cool. On arrive dans un très bel endroit. Et je rencontre pour la première fois Stéphane, très bien habillé, mais vraiment, quand je dis très bien habillé, la classe. Et il en impose, il y a du charisme. Et donc, tout de suite, on fait comme beaucoup de gens, on pose une étiquette, on se dit « Oh là, c'est très classe, ça va être très sérieux, on va passer 2 jours, on va pas trop rigoler ». Et en fait, c'est justement tout l'inverse. C'est que Stéphane est un consultant qui manie l'ironie, qui sait être drôle tout en restant très sérieux, très précis. Et vraiment, aujourd'hui, je peux le dire, quand j'anime des formations, il y a certains trucs que je reprends de Stéphane et j'ai souvenir d'un blind test animé après la pause repas, d'une main de maître. Et vraiment, j'avoue que c'était une très belle découverte. Donc voilà la petite parenthèse pour expliquer comment j'ai connu Stéphane. Et Stéphane, je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous expliquer quel est ton parcours. Ok, merci, c'est une jolie intro. Alors, mon parcours, il est somme toute assez simple. Ça fait 29 ans que je fais le même métier. Je fais du conseil et de la formation en management. La petite particularité de mon parcours, c'est que j'ai commencé par ça. En fait, je suis rentré dans un cabinet de formation qui donnait sa chance à des juniors. Il y avait effectivement des consultants seniors, mais de temps en temps, quand ils croisaient un jeune qui leur plaisait, ils misaient dessus. Voilà. Donc, ils misaient parfois plus sur des motivations que sur des compétences. Et donc, je me suis retrouvé à 25 ans en situation d'animer des formations au management sans aucune expérience managériale. Je pense que je comprenais pas grand-chose de ce dont je parlais, mais comme je racontais des blagues, effectivement, comme tu l'as souligné, ça passait. Et donc, j'ai appris le management en écoutant mes participants, en écoutant leurs exemples, en les regardant faire des jeux de rôle. Voilà, j'ai appris la vraie vie par mes participants. J'y suis resté 10 ans. J'ai quitté ce cabinet avec un consultant avec qui je m'entendais bien. On a cofondé à deux, ça c'est classique d'ailleurs des gros cabinets qui essaiment des petits. On a co-créé à deux un cabinet qu'on a copiloté à 50-50 pendant 13 ans. Et puis ensuite, on s'est très gentiment séparés et j'en ai recréé un autre tout seul pour le coup, depuis 6 ans maintenant. Voilà, donc les structures ont changé, mais le métier, lui, n'a pas changé. Je fais 2 choses en fait. Je fais tout l'accompagnement de la formalisation de la culture d'entreprise, c'est-à-dire la mission, la vision, les valeurs. Ça, c'est un travail plutôt de conseil, d'écoute, de reformulation, d'écriture, de workshop participatif. Et puis l'autre partie, c'est le développement des compétences managériales. Donc c'est sous forme de coaching individuel ou de formation collective. C'est comment aider les managers à avoir la communication la plus positive possible. Enfin, de trouver cette fameuse synthèse que tout le monde cherche entre l'exigence et la bienveillance. Voilà, cette espèce d'équilibre entre des exigences qui soient digestes, lisibles, comprises par les collaborateurs et en même temps beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance. Voilà. Et donc, je travaille dans tous les secteurs d'activité possibles et imaginables. Je ne suis pas du tout spécialisé dans un secteur d'activité. J'ai la chance de profiter depuis toujours d'ailleurs
la bouche à oreille qui fait que en fait, j'ai jamais vraiment prospecté. Les participants grandissent en poste et parfois me rappellent quelques années plus tard ou donnent mon nom à d'autres entreprises. Et voilà, mon entreprise prospère comme ça. Bravo. C'est vraiment, c'est vraiment important de le dire, c'est qu'effectivement, il y a une phase de prospection en tant qu'indépendant qui peut prendre énormément de temps. Et quand on fait de la qualité, bah, parfois, on a un retour qui fait qu'on n'a pas forcément ce besoin. Moi, je voudrais juste pouvoir évoquer, parce qu'on parle pas mal sur ce podcast d'entrepreneuriat, quelles ont été tes difficultés que tu as pu rencontrer au fait de devenir indépendant? C'est difficile de répondre à cette question parce que moi, j'ai toujours le sentiment d'être un peu un enfant gâté professionnellement parlant. C'est-à-dire que quand on a quitté à deux avec mon associé, le cabinet dans lequel on était, on s'est créé tout de suite. On avait une clientèle déjà. On a démarré. J'ai pas vécu ça comme étant difficile. Ce qui est difficile après, c'est de structurer, de développer, de croître raisonnablement, sans perdre son âme, de trouver des consultants, voilà. Mais c'est des difficultés opérationnelles, mais j'ai pas trouvé de difficultés à l'entrepreneuriat en tant que tel. Et quand je me suis séparé de mon ex-associé et que j'ai recréé ma structure aujourd'hui, pareil, j'ai racheté ma clientèle et je suis parti avec mon trésor de guerre que sont mes clients. Donc, ça n'a pas été, j'ai pas trouvé ça difficile, moi. En fait, j'ai appris un peu j'ai un modèle managérial, entre autres, qui est mon père, qui a toujours été dans tout ce qu'il a fait le patron. Que, par exemple, dans mon village, il était pompier, mais c'était le chef des pompiers. Voilà. Et ils sont artisans, mes parents, artisans créateurs, et il y avait un groupement d'artisans. Il était le gérant du GIE. Enfin, il a toujours été patron. Et j'ai appris assez tard, après avoir été 2 fois entrepreneur, que son grand-père lui avait dit débrouille-toi dans la vie, quoi que tu fasses, il faudra être le patron. Et je pense que je suis imbibé de ça. Je n'ai que 10 ans salarié sur 30 ans de travail, et je pense que je suis imbibé de ça, mais en tout cas, tel que moi je l'ai fait, dans le business dans lequel je l'ai fait, avec la clientèle que j'ai et que j'avais, j'ai pas trouvé ça difficile. Merci pour ce partage parce que c'est très intéressant de parler de l'inspiration, notamment quand on entreprend. Et c'est un très beau partage. Et justement, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, je suppose qu'il y a eu des belles émotions. Et si tu pouvais me citer en tant qu'indépendant, une ou deux belles émotions de ce parcours de 20 ans d'indépendance. Je réfléchis parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup d'émotions qui sont liées à mon métier en tant que tel. C'est-à-dire, le fait d'animer des formations, de croiser des gens, de faire des conférences. Voilà. Et en fait, même quand on dirige un cabinet de consultants et qu'on continue d'être soi-même opérationnel, c'est un métier, les consultants formateurs, c'est un métier entre guillemets d'indépendant. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans leur train, leurs hôtels, leurs salles de séminaire. Voilà. C'est un métier, en tout cas, tel que nous on le fait dans le cabinet précédent et aujourd'hui encore, où il y a peu de travail collectif. Les gens parfois cette image qu'on va passer des heures ensemble à 4-5 à travailler sur un projet client. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est plutôt un job d'individualiste. Et donc, du coup, quand on est dirigeant d'un cabinet de formation, on manage ces individualités et il n'y a pas souvent, du coup, des moments collectifs où on a vraiment le sentiment d'avoir une entreprise. Et donc, moi, les bons souvenirs, c'est qu'on est, nous, dans la formation, sur un rythme qui est assez similaire au scolaire, finalement. C'est-à-dire que notre vraie rentrée, notre vrai début d'année, c'est pas janvier, c'est septembre. On s'est arrêté l'été mécaniquement, il n'y a pas de formation l'été, donc on s'arrête 4, 5, 6 semaines l'été. Et quand on redémarre, moi j'avais appris ça de mon premier cabinet où j'étais salarié, on fait un séminaire de rentrée. Et un séminaire de rentrée dans lequel il y a du fun, du fond. Et moi, mes plus beaux souvenirs d'entrepreneur, de patron, c'était ces séminaires parce que là, j'avais tout le monde sous les yeux et là, j'avais vraiment le sentiment d'avoir, ouais, là, il y a une entreprise, quelque chose de consistant, il y a une communauté, voilà. Et même aujourd'hui, où dans mon entreprise actuelle, je travaille pas avec j'ai plus de salariés, je travaille uniquement avec une équipe de freelance, par contre, de freelance référencés, ACC, validés. J'essaye pareil de réunir cette communauté pour le coup d'indépendants. Je le fais au moins 2 fois par an. Et d'ailleurs, c'est lundi notre séminaire de rentrée avec mon équipe de freelance. Et là, quand j'ai l'ensemble de l'équipe en face de moi, là, c'est des moments où ouais, j'ai le sentiment d'être à la tête de quelque chose. Donc, moi, les beaux moments, c'est les moments où il y a l'ensemble de l'équipe et puis où on fait une activité, on fait des choses ensemble. C'est ça mes beaux moments de patron. Parce que le reste du temps,
je fais comme eux le même job. Je suis un patron debout. Je suis autant opérationnel qu'eux à animer des formations, des conférences, des coachings, quoi. Ok, c'est une belle image. Merci pour ce partage. Et ce qui m'a valu l'envie aussi de te faire venir sur ce podcast, c'est que il y a peu, tu nous as fait découvrir, alors moi via LinkedIn et peut-être d'autres autrement, mais le fait que tu t'étais lancé dans l'écriture d'un livre. Est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer aux auditeurs pourquoi tu avais envie d'écrire un livre? En fait, dans le premier cabinet où j'ai appris mon métier, il y avait une règle pédagogique qui était dès qu'on annonçait une idée, un concept, on devait l'illustrer. Et il y avait ce qu'on appelait l'illustration sur 3 champs. Pardon. On devait illustrer avec un exemple management, entreprise, un exemple management sportif et un exemple dans l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'avec ces 3 exemples tournants, on touchait toujours les gens d'une manière ou d'une autre. Et donc, je prenais toujours historiquement beaucoup d'exemples dans l'éducation, même du temps où je n'avais pas d'enfants, au tout début de mon parcours. Donc, parfois, j'étais un peu interpellé par les participants qui pouvaient éventuellement entre guillemets, me le reprocher ou ironiser un peu sur le fait que je parlais des choses que je ne connaissais pas forcément. Après, j'en ai eu 3, donc j'ai eu un peu plus d'exemples à moi. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on démarrait un module, parce que souvent on est dans des cursus, donc il y a 2, 3, 4, 5 modules, et en début de module, on demande toujours aux gens qu'est-ce que vous avez appliqué depuis la dernière fois. Et je me suis rendu compte que le premier genre d'investigation de mes participants, ce n'était pas dans leur service. Ils apprenaient en formation, ils l'utilisaient d'abord à la maison. Ils me disaient, écoute, moi déjà, avec mon enfant, avec mon fils, ma fille, voir mon conjoint, ça m'a changé la vie parce que je m'y prends comme ci, comme ça. Et donc, ils utilisaient beaucoup les apports dans leur cercle privé. Ce qui, en fait, est assez logique parce que moi, j'enseigne le management, j'enseigne la relation. Et pour avoir envie de faire des efforts relationnels vis-à-vis de quelqu'un, il faut l'aimer un peu. C'est compliqué de faire des efforts avec des gens qu'on n'aime pas. Et avec les enfants, la condition, elle est présente. Et donc, ils faisaient d'abord des efforts relationnels dans la sphère privée. Et revenaient avec des très beaux partages d'expérience de ce qu'ils avaient utilisé. Et évidemment aussi, parce que sinon, ça ne marcherait pas, business, ils l'appliquent aussi avec leurs collaborateurs dans l'entreprise. Et moi, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai essayé d'être un cordonnier à peu près bien chaussé. Et donc, j'ai utilisé beaucoup de ce que je racontais avec mes enfants, avec plus ou moins de bonheur. Et je ne sais plus comment c'est né. Je ne sais même pas si l'impulsion vient de moi. Mais un jour, l'idée est venue, peut-être d'une amie. Je ne sais plus exactement comment ça a démarré cette histoire, qui me disait, mais il faut que tu écrives un bouquin là-dessus parce que tout ce que tu racontes, ça aide tellement les gens qu'il faut le partager. Il ne faut pas le réduire qu'à la sphère du séminaire des X personnes de l'entreprise qui ont accès. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, qui est l'ensemble des bonnes pratiques qui sont autant utilisables à la maison avec des enfants qu'avec des collaborateurs. Avec ce petit risque quand même qui est que ce n'est pas forcément entendable pour le plus grand nombre de mettre dans la même phrase le mot management et le mot enfant. Le titre est un peu provocateur. Le titre du bouquin, c'est tout ce que j'ai appris en management et appliqué avec mes enfants, avec un sous-titre qui est comment ma famille est devenue le laboratoire de mes expérimentations managériales. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir comme ça. D'ailleurs, j'ai eu quelques détracteurs, et c'est normal, c'est le jeu, qui m'ont dit, mais comment on peut parler de management des enfants, c'est horrible. Voilà. Alors, titre un peu provocateur, un peu marketing, un peu clin d'œil, mais c'est le recueil de toutes les choses qui, moi, m'ont aidé, qui ont aidé mes participants dans leur relation avec leurs enfants. Oui, puis je pense que comme tu le disais, alors les détracteurs, bien sûr, ça fait partie de l'écriture d'un livre et dès qu'on prend position, de toute façon, il y a. Mais je pense que quand on ouvre le livre, ce qui est important de voir, c'est que quand tu parles de ta famille, moi je dirais que ça permet d'illustrer vraiment, comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec ta première expérience professionnelle, ça permet d'illustrer les propos que tu tiens et mieux les comprendre et éventuellement mieux les appliquer dans le business. Donc, quelque part, c'est provocateur. Oui, on peut l'appliquer à la famille si on a envie, mais c'est surtout fait pour moi expliquer. Donc, voilà, il n'y a pas de mal à ça. Et le livre est autant un bouquin de management qu'un bouquin d'éducation. Clairement, on peut le prendre sous les 2 angles. Alors, la petite subtilité de l'ouvrage, c'est que, en fait, le héros du livre, celui qui parle à la première personne en disant, en fait, c'est pas moi. C'est l'histoire d'un de mes participants, comme il y en a eu des centaines. L'autre jour, je faisais un petit contre-pitch, je crois que j'ai vu 40 000 personnes en stage. C'est l'histoire d'un de mes participants, et moi, en fait, dans le bouquin, je ne suis pas le jeu, je suis le formateur qui est caché derrière, qu'on ne voit jamais. Et c'est ce participant qui rentre, ça commence comme ça, quand il rentre d'un stage et il dit à sa femme,
endroit où j'ai fait un stage, je pensais m'ennuyer, et en fait, j'ai appris plein de trucs et je vais essayer de m'en servir. Donc, on chemine comme ça sur 5 chapitres, sur ses apprentissages et l'utilisation qu'il en fait d'abord chez lui, avant de le ramener tout le temps dans son service. Donc, il y a toujours quand même le volet management d'entreprise dans le livre. Alors, avant de rentrer dans le cœur du livre, parce que ça m'intéresse d'en parler un petit peu, moi j'aimerais savoir comment on s'organise quand on est consultant et tu dois des idées, tu dois en avoir des tas et des tas. Comment on s'organise déjà pour écrire ce livre, pour prendre le temps pour écrire ce livre? Et la deuxième question qui va un peu avec, c'est comment on arrive à une synthèse, parce que ton livre est vraiment synthétique et bien écrit pour permettre de toucher le plus grand nombre. Donc, c'est quoi les clés de tout ça? Il y en a plusieurs. D'abord, la première idée, c'est que moi, je ne suis pas un très, très grand lecteur, pour des raisons diverses. Et donc, du coup, j'aime bien les petits livres. J'aime bien, j'apprends avec les gros livres. Et donc, je le voulais comme ça. Je voulais un livre, ce que j'appelle un livre de gare. Moi, j'ai pris énormément de train dans ma vie de consultant. Et donc, voilà, pour moi, c'est un Paris-Lyon, ce bouquin. C'est un 100 et quelques pages, ça se lit en 2 heures. J'adore, il y a un mot qui revient souvent dans les commentaires des gens sur Amazon ou sur la FNAC qui disent « je l'ai dévoré ». Et voilà, je veux que ce soit un livre qui se dévore, je veux pas que ce soit un livre qui soit laborieux. Donc, je ne le voulais pas très long. Comment on s'y prend? En fait, paradoxalement, ça n'a pas été très long et très dur à écrire parce que c'est tellement le condensé de ce que je raconte en formation depuis 29 ans que finalement, je l'ai écrit assez rapidement, mais en 2 grands temps. En fait, j'ai la chance d'avoir une amie qui m'avait proposé un éditeur, donc je n'ai pas vraiment eu d'effort à faire pour trouver un éditeur, à qui j'ai expliqué le principe du livre et qui m'a dit « Ok, moi je veux bien, je trouve ça intéressant. Vous m'écrivez le sommaire, la 4e de couverture et le 1er chapitre, et on voit. » Et ce sommaire, cette 4e de couverture et ce 1er chapitre, je les ai écrits finalement assez rapidement. Je suis parti en petite retraite tout seul dans un hôtel un peu sympa au bord de mer, et puis j'ai écrit ça assez vite. Par contre, je ne l'ai pas envoyé. Donc, j'ai dû garder ça à peu près pendant presque 2 ans. Parce que je pense que l'envoyer, c'était se confronter à la vie. Et je pense que j'avais peur. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai recroisé la personne qui m'avait préconisé l'éditeur, qui dit « Bon, t'en es où ?» Je le raconte. Elle me dit « Mais attends, envoie-le. Qu'est-ce que t'attends? Fais-le. » Et elle me dit « Envoie-le déjà à moi. » C'est une personne que j'aime beaucoup, à qui est dédié le bouquin en partie. Et Emmanuel Piquet, pour ne pas la citer. Et elle a écrit un certain nombre de bouquins. Donc, elle me dit « Envoie-moi déjà ce que tu as écrit, je te dirai. » Je lui envoie mon fameux 1er chapitre et elle me répond « C'est très bien, vas-y, fonce. » Donc, je l'envoie à l'éditeur. L'éditeur dit « Ok, c'est bon. » Et là, j'ai dû écrire la suite. Mais la suite, j'ai mis… pareil, je me suis remis dans un hôtel un peu sympa et j'écrivais le matin. Et ça m'a tout cumulé, je ne sais pas, j'ai dû y passer 15 jours au grand maximum. Ça va être très long à écrire parce que c'est ce que je raconte en formation. Il y avait juste à leur donner de la bonne manière. Il y a presque plus de travail de relecture que d'écriture. Ok, et merci. Alors vraiment, j'insiste là-dessus, mais je vais te remercier pour le partage que tu viens de faire sur le fait de dire j'ai écrit quelque chose et je l'ai laissé entre guillemets dans une boîte pendant 2 ans, parce que les gens peuvent se dire il est consultant, ça fait des années qu'il est devant des personnes, donc forcément écrire un livre c'est facile pour lui. Et au fond, on est tous à peu près pareils. C'est que quand on doit se confronter à une réalité ou à un jugement ou autre, c'est plus ou moins difficile pour les uns ou pour les autres. Donc merci pour le partage. Une question importante pour moi, c'est tu impliques ta famille dans ce livre. Comment tu leur as expliqué ou présenté le pitch du livre, sachant qu'ils allaient être, même si on ne les dévoile pas tant que ça, mais qu'ils allaient être au cœur de ton livre? Alors, ils le sont sans l'être, parce que, encore une fois, le héros, ce n'est pas moi. Le héros, c'est un de mes participants. Donc, il y a des exemples de ce participant imaginaire qui sont liés à mes enfants, d'autres qui ne sont pas liés à mes enfants. Je leur ai dit que j'avais ce projet, mais il n'y a pas eu plus d'explications ou de demandes de validation vis-à-vis d'eux. Alors, à ceci près quand même qu'il y a quelques illustrations dans le livre qui ont été faites par mon dernier fils. J'ai garçon, fille, garçon, donc c'est mon petit dernier de 20 ans qui m'a fait les illustrations du livre. Donc lui était un petit peu plus impliqué parce que quand on a travaillé sur les illustrations, il fallait que je explique un peu le fond qu'il fallait mettre en avant par ses dessins. Mais pour les autres, j'ai rien dit en amont, je leur ai évidemment offert, et je leur ai dit, quand vous lirez, normalement, vous allez retrouver des petites choses qui vous concernent. Voilà. Et évidemment, mais ils sont d'une objectivité totale. Ils m'ont fait beaucoup de compliments sur mon livre, ce qui est extrêmement surprenant.
Mais D'accord. voilà. Donc, non, il n'y a pas eu de précaution particulière prise vis-à-vis d'eux. Au moment où ce livre est sorti, si tu pouvais nous parler de ces émotions qui ont pu ressortir, puisque justement, ça vient avec cet élément qui dit pendant 2 ans, j'avais commencé, je l'avais laissé de côté, donc il y avait une sorte d'appréhension. Au moment où le livre sort, comment tu te positionnes? Ouais, non, mais c'est clair que quand tu vois ton bouquin sur la table de la Fnac, ça c'était au début, hein, parce que maintenant il est dans les étagères, il faut le chercher. Voire il n'y est plus d'ailleurs. Mais non, quand tu vois ta pile de bouquins sur la table de la Fnac, évidemment que tu es fier. Tu es fier, mais moi, la, la fierté pour moi, elle vient du retour client. Voilà, donc, et en fait, c'est très difficile pour les livres de savoir le volume de vente. En fait, l'éditeur vend des livres aux plateformes, aux librairies, et puis après, il n'a pas de visibilité sur les ventes. Sa seule visibilité, c'est si on lui renvoie des ouvrages, si on lui en recommande. C'est comme ça qu'il sait à peu près. Voilà. Donc, à ce stade, voilà, il est sorti il y a quelques mois. Je ne pense pas que ça sera un best-seller qui va se vendre à des milliers d'exemplaires. Euh, et pour moi, la vraie fierté, je l'aurai quand je saurai qu'il aura touché un grand nombre de personnes. Pour moi, c'est le volume, non pas de vente au sens mercantile du terme, parce que moi, je ne touche rien sur ce livre. Ma part de revenus à moi, elle va à une association qui est Enfance et Partage, donc ce n'est pas une opération financière. Mais moi, la fierté initiale de le voir sur la table, mais après, un bouquin génial qui ne s'est pas vendu, ça n'a pas d'intérêt. Donc, moi, ma vraie fierté, c'est quand je lis des commentaires sur Amazon, sur le site de la Fnac, et puis quand je saurai qu'il y a un certain volume qui aura touché les gens. C'est ça Et donc bravo, je tiens à le dire et à le souligner, le fait de reverser tes droits à une association, c'est un très beau geste et c'est pas le cas c'est pas le cas de tout le monde, donc il faut le dire. Quand tu vois ce livre à la Fnac qui vient de sortir, quelles sont les personnes à qui tu penses en premier? Quels sont les partages qui te sont venus en premier dans la tête? Moi j'ai passé 10 ans dans un cabinet qui était dirigé par un homme avec énormément de charisme et beaucoup d'intelligence sur le sujet, qui s'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Christian Lemoine. Et Christian, souvent les consultants lui disaient pourquoi tu n'écris pas un bouquin, pourquoi tu n'écris pas un bouquin, pourquoi tu n'écris pas un bouquin. Et il disait toujours mon savoir sur le sujet est en perpétuelle évolution. Et si j'écris, je fige mon savoir. Et peut-être que dans 3 ans, ce sera plus je ne le dirai pas pareil. D'ailleurs, je ne te cache pas que quand j'ai relu la dernière relecture du Bon à tirer, j'ai dit, mais ça ne va pas, il faut tout refaire. Mon éditeur m'a dit, non, mais vous corrigez 3 fautes de frappe, je ne sais plus rien, parce que là il part à l'impression. Mais j'aurais volontiers tout refait. Donc voilà. Et donc, il n'a jamais écrit de bouquin, Christian. Et puis, bon, il est décédé, mais moi, il m'a appris mon métier, il m'a appris beaucoup de choses de ce que je sais aujourd'hui du métier. Et donc, voilà. Donc, moi, mes pensées, elles vont à lui, parce que j'ai un peu le sentiment d'avoir écrit le livre qu'il n'a pas écrit. C'est extrêmement prétentieux, ce que je dis là. Un peu ce sentiment-là. Ça va à mes enfants, évidemment, parce qu'ils ont été justement un peu les cobayes d'un certain nombre d'exemples qui sont dans le livre. J'ai une pensée pour, évidemment, Emmanuel, qui m'a fait rentrer dans ce métier, qui est une copine de promo, et c'est elle qui m'a poussé à l'écrire, qui m'a poussé vers l'éditeur, qui a insisté pour que j'envoie, qui a été la première à lire le premier chapitre, comme j'évoquais tout à l'heure, et qui a poussé à ce que je le fasse. Voilà, donc c'est. Et puis j'ai aussi une pensée alors plus secondaire, mais également aussi pour mon père, qui lui aussi avait publié un livre qui n'a rien à voir avec mes sujets à moi, mais il y a quelques années, donc il y a une sorte de filiation comme ça, chacun écrit son bouquin. Donc voilà, tu penses à toutes les personnes qui sont importantes sur la genèse du bouquin. Merci, c'est très beau et puis je pense que les uns et les autres se projettent sur quand on réussit quelque chose, à quel point on a envie de partager cette réussite. Et donc justement, dans l'idée de partager un peu, est-ce que tu pourrais nous parler d'un morceau du livre, je dirais une anecdote ou autre? Moi, j'ai souvenir des éléments sur la confiance en soi, à un moment le lien avec le sport. Est-ce que tu es OK pour nous partager un petit truc dans le livre qui donnerait envie à des auditeurs et à des auditrices de peut-être se dire, tiens, allez, je vais aller acheter ce livre, même si je ne le trouve plus à la Fnac, je vais le commander en ligne et je le recevrai chez moi? Ça, c'est une question difficile parce que il y a plein de personnes qui m'ont dit que le livre était court mais très dense. J'ai mis beaucoup de choses dedans. Des fois,
des fois, je ne sais pas si ça a déjà fait ça, mais il y a des bouquins américains où tu as une idée délayée et répétée 200 fois sur 200 pages. Là, il y a plutôt beaucoup d'idées. Parfois, je me dis pas assez développé, pas assez. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, en sortir une chose, ça serait difficile, mais je vais jouer le jeu. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est dans le livre. Mon fils aîné, pour le coup, celui-là, en sixième, me dit, ramène un 16 sur 20 en français et me dit, donc, je félicite, et il me dit, de toute façon, on ne peut pas avoir plus que 16 en français. Bon, et moi, je lui dis que je n'ai pas lu le journal officiel, donc je n'ai pas lu le décret qui interdit d'avoir plus de 16 en français. Mais que je vais me pencher sur le sujet. Et voilà, et je lui dis simplement que dans la vie, on atteint ce qu'on se fixe. Et donc, si la barre, il se la met à 16, il n'aura jamais plus de 16. Si la barre, il la met à 17, il n'aura jamais plus de 17. Voilà. Et donc, on se limite soi-même par ce genre de propos. Et en seconde, première dissert de l'année, il revient avec un 20 sur 20. Et je ne peux pas manquer de lui rappeler que la loi a changé, parce que visiblement, on a le droit maintenant d'avoir 20 sur 20 en français, donc il ne s'en rappelait évidemment pas. Mais ce que j'aime dans cet exemple, c'est que, en fait, la réponse qui est « tu peux avoir ce que tu veux », elle n'est pas rationnelle, elle est affective. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, mon fils, en sixième, quand il a 16, peut-être qu'il est limité à 16, peut-être qu'il a raison de dire qu'on peut pas avoir plus que 16. Et l'aveuglement vient de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, la caractéristique qu'on a vis-à-vis des enfants, c'est qu'on les voit forcément plus que ce qu'ils ne sont. Plus beaux, plus rapides, plus malins, plus intelligents, qu'ils ne le sont réellement. Et donc, c'est ça qui les aide à se sublimer. Parce que comme nous, on monte la barre, ils y vont. Et c'est pour moi une des conditions du management, probablement une des premières, c'est le regard qu'on peut avoir. On est parfois interpellé en formation management par des participants qui vont nous dire « Ouais, mais moi, ce collaborateur, j'en peux plus, il me gonfle, comment je le motive ?» Mais en fait, tu ne peux pas. À partir du moment où le regard est négatif, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'avec les enfants, on y arrive parfois un peu mieux qu'avec certains collaborateurs. C'est ce que j'évoquais au début du podcast, c'est que l'amour est une condition nécessaire mais non suffisante. Et donc l'amour qui rend un peu aveugle et qui fait qu'on ne voit même pas les limites qu'ils ont, fait qu'on peut les sublimer et les pousser vers plus loin. Et vis-à-vis d'un collaborateur, moi, parfois, je réponds à certains managers comme ça qui ont des problématiques avec certains collaborateurs qui n'aiment plus. On a le droit de tuer un collaborateur. Mais soit on change de regard, soit trouver d'autres solutions. Peut-être on va se séparer. Parce que le regard négatif ne peut pas faire grandir quelqu'un, c'est impossible. Déjà, avec un regard positif, c'est pas facile. Mais avec un regard désabusé, négatif, aigri, pessimiste, c'est juste injouable. Et donc voilà, j'aime bien cet exemple parce que c'est le regard absolu, positif du père qui lui dit en sixième, tu peux avoir ce que tu veux, il suffit juste de le viser. Bon, je le dis, ça se trouve, c'est faux. En l'occurrence, là, sur le français, c'était vrai, puisque le fameux 20 inatteignable, il l'a ramené en seconde. Merci d'avoir joué le jeu de l'exemple. En plus, il est très, très pertinent. Quelles sont tes perspectives aujourd'hui ? Est-ce que tu, en ayant pris goût à écrire, tu te dis, tiens, je referai un deuxième livre de gare, comme tu les appelles, ou est-ce que tu t'es dit, j'ai fait ce livre et maintenant, je passe à autre chose ? C'est quoi les perspectives sur ce domaine-là ? Moi, j'ai toujours peur de faire la chose de trop pour la mauvaise raison. Typiquement, j'ai écrit à une époque beaucoup d'articles sur LinkedIn. Et puis, au bout d'un moment, j'avais écrit un peu, j'avais dit tout ce que j'avais à dire et j'avais pas. Voilà, et donc, j'ai arrêté d'écrire. Je voulais pas faire l'article de trop où on se dit ah là c'est creux, il n'y a pas d'idée, c'est faire pour faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce livre, j'ai mis beaucoup de choses. Et à la limite, j'aurais peut-être pu le couper un peu plus fin, j'aurais peut-être pu le faire 2 tomes, je ne sais pas, mais j'ai mis beaucoup de choses. Donc, tant que j'aurais pas quelque chose de nouveau à dire, d'un peu de différent de ce bouquin complémentaire, je ne partirai pas sur un autre bouquin. Bien sûr que tout le monde te dit, tiens, maintenant, il va falloir en écrire un autre et tout. Et pour l'instant, là, à date, je n'ai pas du tout la visibilité, l'idée de ce que je pourrais écrire d'autre, de plus ou de mieux. Donc, voilà, tant que je n'ai pas ça, je ne ferai pas pour faire. Ça, c'est mon angoisse. Un truc qui soit creux, qui soit vide, qui n'est pas de... Par rapport au livre que tu as écrit, moi je vais te donner ma perception. J'ai eu la sensation qu'il y avait de l'inspiration dans les livres que, comme j'aime, je suis un peu comme toi,
Je préfère les livres plus courts qui me permettent d'apprendre quelque chose plutôt qu'un livre très long qui va tout développer. Et il y a 2 livres, moi, qui m'ont marqué sur le changement. C'est Qui a piqué mon fromage et Alerte sur la banquise. Je mettrai les références dans les notes du podcast. Et j'ai eu la sensation de retrouver un peu ce mode d'écriture avec une petite histoire, des éléments un peu romancés où on sait qu'il y a des choses un tout petit peu inventées, mais inventées dans le sens où je prends un exemple qui n'est pas totalement réel, mais qui s'inspire du réel. Est-ce qu'il y a eu un peu cette inspiration ? Alors, j'en ai lu qu'un des 2 que tu as cité. J'ai lu Qui a piqué mon fromage. Alors, l'inspiration, en tout cas, il y a une éducation pédagogique derrière ce bouquin qui est le premier cabinet où j'ai grandi, que j'évoquais tout à l'heure, avec cette obsession de une idée, 3 exemples. Une idée, 3 exemples. Un jour, quelqu'un m'a dit, après une formation, mais tu as une base de données d'exemples et d'illustrations qui est énorme. Et donc, c'est ça qui donne le côté. Parce qu'en fait, cerveau gauche rationnel, cerveau droit un peu plus émotionnel. On touche les gens par l'anecdotique, on touche les gens par l'illustration, on touche les gens par l'exemple. Donc, c'est pour ça que tu peux avoir cette impression de quelque chose d'assez, par moments, très illustré, un peu naïf, un peu romancé, un peu voilà. Parce que j'ai toujours été éduqué à ça. Et en formation, d'ailleurs, les gens disent, mais les gens, ils retiennent par l'anecdotique, ils retiennent par les exemples. Et donc, ils disent souvent, après les formations, mes consultants ou à moi, il y avait plein d'exemples, c'était vachement bien, c'était ancré dans le réel, ancré dans ce qu'on vit tous les jours. Les exemples, ça nous parle. Voilà. Donc, c'est vraiment l'éducation pédagogique de ce premier cabinet où on m'a formé j'allais dire, à sur-illustrer, à être tout le temps dans l'anecdotique et à faire de notre vie notre laboratoire. C'est-à-dire que notre président nous dit toujours ça commence par vous appliquer à vous-même ce que vous racontez. Vous ne pouvez pas parler de certaines choses si vous ne l'appliquez pas à vous-même. Vous ne pouvez pas être en dehors des sujets que vous évoquez. Vous devez être à l'intérieur du sujet. Vous devez l'incarner. Et donc, il y a des illustrations qui viennent autour de moi et puis des qui viennent de ma vie. Et c'est ça qui fait cette espèce d'impression narrative de 30% de fond, 70% d'histoire, quoi. Au niveau je voulais évoquer avec toi avant de conclure le confinement, parce que pour quelqu'un comme toi qui a passé une grande partie de sa vie en proximité avec les gens, à animer des groupes, comment tu as vécu le confinement ? Avec la crise Covid, je pense qu'il y a vraiment 3 types de métiers. Il y a des métiers pour lesquels ça n'a rien changé. Un boulanger, le Covid n'a rien changé à son métier, dans la pratique du métier. Il y a des métiers qui ont disparu, qui n'ont plus pu se faire. Voilà, le chanteur, il n'a pas pu aller sur scène, l'acteur n'a pas pu tourner ses films. Et puis, il y a des métiers qu'on a toujours pu faire, mais dont la pratique même a totalement changé. Et nous, formateurs, c'est le cas. C'est-à-dire que être dans une salle devant 10 personnes ou derrière un écran devant 10 vignettes avec des caméras plus ou moins allumées, ce n'est pas du tout la même pratique. On peut toujours faire notre métier, mais sa configuration même, la façon de le faire a totalement changé. Et la grosse différence pour moi, c'est que, tu m'as déjà vu animer, en formation, je me charge en énergie avec toutes les interactions que j'ai avec les participants, ça rigole beaucoup, ça déconne beaucoup. En visio, je me vide. Donc, on a toujours pu faire le travail, sauf que le solde énergétique à la fin de la journée n'est pas le même. Alors, les participants, eux, comme nous, on donne beaucoup au cabinet, moi, je travaille avec que des gens extrêmement énergétiques ou énergiques dans leur style d'animation, ont parfois pas tellement vu la différence. J'ai encore des gens qui m'ont dit cette semaine, on avait un peu peur parce que c'était une visio, puis en fait, c'est super bien passé. Il y avait vachement d'énergie, on n'a pas dormi. Mais nous, derrière l'écran, on sait ce que ça nous coûte, ce retour-là. Ce retour-là, il nous coûte beaucoup plus d'énergie qu'en présentiel. Donc, on a toujours pu faire notre métier, mais pour nous, c'est plus énergivore. C'est une super illustration ce que tu viens de donner, puis on retient facilement en disant je me remplis et je me vide, c'est totalement vrai. Et je voulais faire un clin d'œil, avec ton autorisation bien sûr. Pendant le confinement, tu as été un de ceux et tu as illustré ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire l'image qu'on peut avoir de toi comme quelqu'un très classe et très sérieux, avec une autodérision et un côté très drôle. Donc j'inviterai les gens qui veulent être curieux à aller sur ton profil LinkedIn pour aller voir ces quelques vidéos que tu as postées pendant le confinement, qui, je t'avoue, m'ont fait énormément rire intérieurement, parce que c'est de l'humour comme je te connais, mais qui sont vraiment, vraiment très drôles et qui illustrent qui tu es, c'est-à-dire quelqu'un, quand on a en première perception de très classe, très sérieux, et ce que tu es dans ce que tu nous apportes, mais avec un vrai humour et une vraie autodérision.
J'ai fait 3 petites vidéos pendant le confinement. La première, c'était sur le fait de se respecter à la maison et de continuer de se raser, de s'habiller comme il fallait, de ne pas se laisser aller. La deuxième, elle porte sur effectivement le kit de survie en confinement. Qu'est-ce qu'il faut à tout prix avoir chez soi pour s'en sortir. Et la troisième est un clin d'œil à quelque chose que j'ai pas mal vu tourner sur LinkedIn, qui est la pratique du Miracle Morning. Voilà, il y a un bouquin là-dessus. En 2 mots, c'est comment je fais en me levant plus tôt tout un tas d'activités de 6h à 8h que je me plains toujours de ne pas avoir le temps de faire, du sport, de la méditation, de la lecture, tout ça. Et dans le troisième, dans la troisième vidéo, je transforme le Miracle Morning et je parle du Miracle Evening en confinement. Voilà, donc, ouais, je me suis bien marré à les faire. Et vraiment, elles sont qualitatives et elles apportent ce petit brin de folie dont on avait besoin pendant cette période un petit peu bizarre et un petit peu étonnante. Stéphane, avant de terminer, je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose dont on n'aurait pas parlé. Non, on a fait un bon tour déjà. Enfin, moi, je te remercie beaucoup de cette invitation. Je suis toujours très surpris, moi, d'être invité. Mais non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai la chance, j'ai une vie professionnelle que je vis comme un privilège parce que j'ai la chance de faire un métier avec lequel je suis totalement aligné depuis 29 ans. Je prends toujours autant d'énergie à animer des formations. Je pense que je ferai ça jusqu'à mon dernier souffle. Je pense que je continuerai d'animer très, très longtemps encore. Donc, voilà, j'ai la chance de faire un métier passion et c'est ce que je souhaite aux gens, c'est de trouver. J'entends souvent un truc qui a le don de m'agacer, c'est cette espèce de leitmotiv permanent de quitter sa zone de confort. Moi, je pense totalement l'inverse. Je pense qu'il faut la chercher et une fois qu'on l'a trouvée, il faut y rester parce que pas de raison à se faire mal, pas de motivation à se faire mal. Et moi, je suis dans ma zone de confort. Je suis dans un métier qui me plaît beaucoup et c'est peut-être pour ça que ça fait un cercle vertueux avec des participants contents, des clients qui reviennent, un bouche-oreille qui fonctionne. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'essayer de trouver un job qui l'aligne. C'est un peu l'idée de l'ikigai. Hein. Je ne sais pas si tu connais ce truc japonais. Voilà, trouver quelque chose qui fasse sens et qui soit cohérent avec ce pourquoi on est fait et les dispositions qu'on a. Mais c'est une très très belle conclusion. Je te remercie d'avoir rajouté ça et moi je donnerai mon petit point de vue, c'est que je t'ai découvert effectivement en tant que participant et si à l'époque il y avait eu un TripAdvisor des formateurs, j'aurais mis 5 étoiles et sur le livre j'ai vu les commentaires sur la Fnac, sur Amazon et moi-même je t'ai fait mon retour et j'ai mis les commentaires. C'est un livre qui est à ton image, simple, efficace, avec des petits moments de partage qu'on retient, comme tu l'as dit, les petites anecdotes, les émotions font qu'on retient certaines choses, donc ça mise son objectif, ça touche la cible, comme on peut dire, donc merci à toi pour ce partage et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité et j'ai pas été déçu par tous les partages que j'ai pu avoir aujourd'hui. Je mettrai toutes les notes dans le podcast pour te retrouver si les gens sont intéressés. Je mettrai le lien sur la Fnac, comme ça les gens pourront le commander ton livre s'ils le veulent, et d'ailleurs je leur recommande, hein, c'est comme tu l'as dit, un livre de gare et qui se lit très rapidement et qui se relit même, je l'avoue, j'ai relu certains passages avant de faire l'interview, donc vraiment merci de m'avoir fait l'honneur d'être sur ce podcast et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Stéphane et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.